Alors, bonjour à tous. Il y a 2 ans, je travaillais à New York, en salle des marchés, dans l'une des plus grosses banques d'investissement européennes. Et c'est vrai que c'était un petit peu la réalisation d'un rêve d'étudiant, parce que la vie à Manhattan, un boulot à Wall Street. Et puis finalement, j'ai décidé de tout arrêter pour lancer une chaîne de vulgarisation qui parle d'économie et de finance. Et la première chose dont j'aimerais vous parler, que j'aimerais vous transmettre, ou que j'aimerais vous faire passer plutôt, c'est en fait, abandonner sa carrière en finance pour faire de la vulgarisation, ce n'est pas une idée si débile que ça. Alors, quand on commence en salle des marchés, la première chose qu'on doit faire, c'est apprendre le produit financier qui nous a été attribué. En fait, il faut savoir que les salles de marché sont organisées autour de ce qu'on appelle des desks de trading, sur lesquels travaillent des vendeurs, des traders, des analystes financiers. Ils sont tous spécialistes d'un seul produit financier. Et donc, c'est un métier qui est très technique, très complexe. Et moi, il y a un truc que j'adorais, c'est justement apprendre le plus de choses possibles et ensuite me retrouver avec mes amis autour d'une bière et essayer de leur expliquer que, bah oui, quand vous achetez une option avec une courte maturité et que vous avez une augmentation de la volatilité sur le stock sous-jacent, eh ben, vous pouvez tirer profit des variations de delta. Ça s'appelle faire son gamma. Alors, je ne vous demande pas de comprendre ce que je viens de vous raconter là. Simplement, c'est pour vous dire à quel point, oui, c'est complexe, oui, c'est passionnant. Mais mes amis, en général, ce qu'ils me répondaient, c'est « D'accord, c'est bien joli ton histoire, mais… » Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est plutôt, si tes traders ils sont si forts que ça, pourquoi on a eu une crise des subprimes en 2008? Ou encore, toi qui travailles en salle des marchés, tu dois tout connaître de l'économie, qu'est-ce que tu ferais pour sortir la France de la crise? Évidemment, je n'avais pas de réponse à apporter à ça. Pourquoi? Parce que si ça, c'est le monde de la finance, moi, je maîtrisais uniquement cette partie-là, point rouge. Il y a une grande différence entre maîtriser un produit financier et comprendre tous les autres produits financiers, la manière dont ils interagissent. De la même manière qu'une fois que vous avez compris le monde de la finance, vous n'avez pas compris l'économie. L'économie, c'est encore différent. Et même si vous comprenez la finance et l'économie, vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde. Parce que là, derrière, il faut rajouter de l'histoire, de la politique, de la sociologie, de la psychologie, des mathématiques, de la biologie, etc., etc. Finalement, la vulgarisation, ça vous permet de prendre un peu du recul et de comprendre comment tout ça fonctionne. L'autre échappatoire étant, si vous voulez comprendre comment fonctionne le monde, eh ben, il vous faut beaucoup de temps et beaucoup de livres. À mon sens, c'est quand même pratique de passer par des vulgarisateurs. Alors maintenant, la question c'est, ok, mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de comprendre comment fonctionne ce monde aussi complexe? À mon avis, il y a au moins 3 points qu'on peut donner. Le numéro 1, ce serait de dire, finalement, c'est juste sympa de comprendre comment ça marche par simple curiosité. Le deuxième point, ce serait, après tout, vous êtes citoyen, vous avez un droit de vote, vous avez un droit de grève, vous avez le droit de militer, de boycotter, vous avez un droit d'expression. Et si vous voulez utiliser ces droits correctement, il faut avoir des idées à défendre. Pour avoir des idées à défendre, il faut avoir identifié les problèmes. Et pour pouvoir identifier les problèmes, il faut comprendre comment ça marche. Et le troisième point, c'est probablement pour des raisons existentielles. Peut-être que ça vous arrive. Pourquoi est-ce que je me lève le matin pour aller travailler? Quel est mon rôle? À quoi je sers dans la société? Pour répondre à ces questions-là, il faut justement être capable de prendre du recul et de comprendre comment ça marche. D'où l'importance des vulgarisateurs. Alors, j'espère qu'avec tout ça, je vous ai convaincu que la vulgarisation, ce n'était pas n'importe quoi, on en a besoin. Et peut-être que certains d'entre vous ont envie de lancer une chaîne YouTube et se disent, bah oui, c'est ce qu'il faut faire, allons-y, faisons de la vulgarisation. Et donc, j'aimerais partager un petit peu avec vous les méthodes que j'utilise, moi, pour essayer de faire une bonne vidéo. Voilà. Je n'ai pas toutes les clés, c'est juste ma façon d'aborder le sujet. Je visualise toujours ça comme une espèce de checklist en 3 points. Le premier point étant, ok, je dois maîtriser le sujet. Si je dois en parler, je dois d'abord savoir de quoi je parle. Deuxième point, il faut qu'une fois que j'explique tout ça, les gens se disent « Ok, on a compris et on va retenir l'information ». Et le troisième point, c'est il faut que la vidéo soit cool, attractive. Il ne faut pas qu'au bout de 30 secondes, vous ayez envie de cliquer ailleurs. Alors le premier point que je voudrais adresser, c'est le dernier en fait. Parce que comme on parle de vidéo, on a un média audiovisuel, on a du son et on a de l'image, eh bien souvent, on va vouloir s'attaquer premièrement à l'image. On se dit, bah voilà, il me faut une super caméra, il me faut des super effets spéciaux, il me faut un décor de malade, il me faut, je sais pas, des super costumes, etc., etc. À mon avis, ce qui est au cœur d'une vidéo de vulgarisation, ce n'est pas l'image, c'est le texte. C'est ce que vous allez dire, c'est la manière dont vous allez le dire, c'est la manière dont vous allez construire l'argumentaire. C'est ça qui est important. L'image, elle arrive en deuxième pour essayer d'illustrer vos propos, pour les rendre plus clairs. Okay, mais il ne faut pas que quelqu'un regarde vos vidéos en se disant « c'était génial », mais j'ai rien appris en fait, enfin je ne sais plus ce que j'ai vu. Ça, c'est un vrai problème. Donc ce qui est au cœur, c'est le texte. Alors qu'est-ce qu'on met dans ce texte?
La première chose, ce serait d'essayer de lister les différentes notions, les différents concepts qu'on veut expliquer. Donc là, c'est représenté par les lettres de A jusqu'à G. Et puis une information principale, qui est l'information qu'on veut que les gens comprennent et retiennent. Il pourrait y en avoir plusieurs, ici j'en ai mis qu'une seule. Il ne s'agit évidemment pas de lister tout ça en disant « Ok, je vais vous expliquer A, puis après je vais vous expliquer B, puis C, etc. etc. » Ça ne marche pas comme ça. Il faut essayer d'organiser un petit peu tout ça. Il faut qu'il y ait une structure. L'idée derrière, c'est que si je vous parle de A, derrière, je vais vous parler forcément de D. Ensuite, je mets une parenthèse, je vous parle de B et de C, puis de E. Et ensuite, on peut reprendre. Okay. Il faut que vous puissiez visualiser cette structure pour que ce soit logique. Si ce n'est pas logique, vous allez voir les choses un peu comme ça, par exemple. Je vous parle de A, puis de B, puis de D. Là, vous faites la mauvaise connexion. Et pendant que vous êtes en train de vous poser la question, mais attends, c'est pas logique, j'ai pas compris, moi, je suis en train de raconter quelque chose, n'écoutez pas et vous perdez le fil complètement. Donc, la structure de l'exposé est très, très importante. Personnellement, je passe énormément de temps là-dessus. Si vous avez fait ça correctement, normalement, vous avez validé le deuxième point. Mais on n'a toujours pas validé le premier, qui est être maître de son sujet. Alors déjà, je dirais que si vous êtes capable d'organiser vos idées comme ça veut dire qu'a priori, vous maîtrisez quand même pas mal le sujet. Mais pour aller plus loin, c'est toujours la classe d'avoir un physicien célèbre dans ses présentations, j'aimerais citer Einstein, qui a dit « Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. » Et j'espère que cette citation est correcte, parce que j'ai aussi lu sur Internet qu'il avait dit « J'ai peur du jour où de fausses citations de moi circuleront sur Internet. » Alors admettons que cette première citation soit correcte. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Einstein? À mon sens, ce n'est pas qu'il vous faut toujours un enfant de 6 ans à côté de vous pour tester vos connaissances, mais plutôt d'essayer de comprendre comment les enfants raisonnent. Et ici, il y a 2 points importants. D'abord, 1, les enfants, ils n'ont pas peur de poser des questions. Et 2, ils posent des questions souvent dérangeantes parce qu'en fait, on a l'impression de connaître la réponse, ça paraît évident, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Et probablement, si on n'arrive pas à l'expliquer, c'est qu'on n'a pas si bien compris que ça. Alors, j'aimerais illustrer ça avec un petit schéma. OK. Ici, c'est quoi? C'est le cycle de l'eau en très très simplifié. Vous avez un nuage, il pleut sur la montagne, l'eau ruisselle, ça forme des retenues d'eau, lac, rivière, océan. Le soleil chauffe l'eau, l'eau s'évapore, hop, ça redevient condensation en haute atmosphère, ça reforme des nuages, etc. Il pleut. OK, très bien. La boucle est bouclée. Une question que pourrait poser un enfant, c'est quoi l'évaporation en fait? C'est vrai, l'évaporation, c'est assez facile pour nous, c'est un concept plutôt simple, mais pour un enfant, ce n'est pas évident. Alors, comment on pourrait expliquer ça à un enfant? L'évaporation, OK, il y a plusieurs stades, plusieurs états de l'eau. Okay. C'est le solide quand il fait froid, okay, c'est la neige, c'est la glace. Quand il fait normal, c'est liquide. Et puis quand il fait chaud, ça s'évapore, ça devient un gaz. C'est un gaz plus léger que l'air, donc il monte. Et puis quand il est rendu assez haut, il refroidit à nouveau, il redevient de l'eau, et hop, il pleut. OK, très bien. Donc, pourrait-vous dire cet enfant, imaginaire, ça veut dire que ça s'évapore que quand il fait chaud. Ben oui, ça s'évapore que quand il fait chaud. Mais du coup, ça veut dire que ça s'évapore que l'été au soleil. Ben non, évidemment pas. Ça s'évapore aussi l'hiver et dans la nuit. Du coup, il y a forcément un truc qui manque dans votre démonstration. Et c'est la notion de pression. Les états de l'eau changent en fonction de la température et de la pression. Mais du coup, ça veut dire que vous ne pouvez pas expliquer l'évaporation correctement si vous n'avez pas compris ce que c'est que la pression et comment ça marche. Et donc, vous voyez qu'en déconstruisant les concepts comme ça, en revenant à la source, vous êtes capable de voir si vous maîtrisez ou si vous ne maîtrisez pas le sujet. Ici, ça veut dire que si je reprends mon exemple de l'arbre, de votre raisonnement que vous avez construit comme ça, en réalité, dans votre tête, ça devrait plutôt ressembler à ça. Vous êtes capable de tout déconstruire et il y a toujours un sens derrière. C'est toujours logique, ça fonctionne toujours très bien. Ça ne veut pas dire que c'est ça que vous allez présenter dans la vidéo, mais ça veut dire qu'au moins, vous êtes capable de déconstruire à 1 ou 2 niveaux en dessous de ce que vous allez expliquer. OK, maintenant, avec ça, normalement, on a validé du coup le premier point. Il ne manque plus qu'un point à valider. Comment on fait pour avoir une vidéo qui soit intéressante, attractive, fun, que les gens ne cliquent pas ailleurs au bout de 2 minutes? Ici, encore une fois, je n'ai pas la réponse, mais pour moi, ce qui est au centre de la vidéo, c'est toujours le texte. Si le texte est bien écrit et bien dit, bien joué, ça devrait être suffisant pour que les gens restent jusqu'au bout de la vidéo. Et là, j'ai 2 références qui sont Platon et Isaac Asimov. Alors, vous connaissez probablement le premier, Platon. Isaac Asimov, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur de science-fiction. Quel est le rapport entre ces 2 auteurs? Pour moi, ils ont écrit des dialogues vraiment super chouettes. Platon, plutôt que d'écrire un texte d'un seul tenant pour exposer ses idées, il mettait en scène un héros, une espèce de héros qui devait affronter des personnages qui n'avaient pas les mêmes opinions que lui. Et lui, il devait donc défendre ses idées. Alors, certains arguments qu'il avait à défendre étaient relativement simples, mais parfois, il y avait des personnages qui étaient particulièrement
perspicace et qui proposait des idées, vraiment, on avait envie d'y croire. Et on se demandait comment est-ce que le héros allait réussir à retourner la situation. Et donc, ça nous pousse à aller jusqu'au bout du texte et à essayer de comprendre ce qui se passe. Pour Isaac Asimov, c'est un peu le même principe. Lui, il aimait bien mettre en scène des personnages extrêmement intelligents et charismatiques, avec des idées opposées, qui vont s'affronter dans des espèces de joutes oratoires. Ce qui est particulièrement intéressant avec ça, c'est que quand le premier personnage arrive et expose ses idées, c'est logique, c'est clair, on est tout à fait d'accord avec lui. Et quand le deuxième personnage arrive pour donner la réponse, eh ben c'est logique, c'est clair, et on change d'avis. Et ça peut durer comme ça pendant 10 pages. Et ça nous emmène forcément jusqu'au bout. Alors moi, j'essaye de me servir de cette idée-là. Donc dans mes vidéos, j'ai deux personnages, un professeur et un élève. Je passe énormément de temps sur l'écriture de ce que va dire le professeur, parce que je veux que ce soit clair, mais d'un autre côté, je passe aussi énormément de temps sur les questions que va poser l'élève. L'idée, c'est de pouvoir sauter d'une notion à l'autre, mais aussi parfois de mettre en danger mon personnage du professeur pour que le public se dise « Ok, mais là, comment il va réussir à retourner le truc ?» Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est j'essaye de faire en sorte que les gens s'identifient au personnage. Alors, et si possible, basculent de l'un à l'autre. Alors là, l'idée, pour moi, c'est plutôt de commencer très simple, et avec des concepts qui sont très simples. Donc le public s'identifie plutôt au personnage du professeur au début. On écoute les questions, mais enfin on a la réponse. Et la vidéo agit un petit peu plus comme un quiz. On veut vérifier ses connaissances, donc on attend la réponse du professeur. Et puis au fur et à mesure que ça devient compliqué, eh ben, on se rend compte que finalement les questions que pose l'élève sont quand même assez pertinentes. Et en fait c'est exactement la question qu'on se pose. Et petit à petit, comme ça, on transfère vers le personnage de l'étudiant. Et ça, normalement, ça devrait pousser le public à aller jusqu'au bout de la vidéo parce qu'ils veulent avoir le fin mot de l'histoire. Bon. Avec cette méthode-là, normalement, on a validé les 3 points. Et vous devriez, enfin, je pense qu'on a au final une bonne vidéo de vulgarisation. Alors, ce que j'aimerais que vous reteniez de ce que je viens de vous raconter là, c'est peut-être 2 choses. La première, c'est oui, on a besoin de vulgarisateurs, on a besoin de la vulgarisation. C'est important. Ça permet de prendre du recul sur les choses. Ça permet de comprendre comment fonctionne le monde. Et pourquoi on aurait besoin de ça? Parce qu'à la fois, on est curieux, parce qu'aussi, on veut être des citoyens éduqués, et aussi, peut-être, pour avoir quelques réponses à certaines questions existentielles qu'on se pose. Et puis le deuxième point, c'est, ok, c'est intéressant d'écouter des vulgarisateurs, de s'intéresser, mais c'est aussi très important de vulgariser soi-même. Pourquoi? Parce qu'en vulgarisant, on est capable de déconstruire ces idées pour essayer de les exposer aux autres. Et en faisant ça, on se rend compte que parfois, eh ben, on avait la mauvaise opinion sur certaines choses. Moi, ça m'est arrivé des tas de fois de préparer une vidéo, d'avoir des idées et de me dire, mais en fait, il faut complètement que je remette en question ma façon de penser, là, ça ne va pas du tout. Donc, c'est un moyen d'autocritique, très efficace. Donc, encore une fois, intéressez-vous aux vulgarisateurs, la vulgarisation, c'est cool, mais si possible, essayez vous-même aussi de vulgariser certains sujets. Merci.